Clique pour apprendre, un cœur pour partager. Savoir plus, c'est Bienvenue dans cette légal. nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une période absolument clé pour comprendre le monde actuel, la guerre froide. Oui, cette confrontation globale entre les États-Unis et l'Union soviétique de 1945 à 1991 à peu près. Exactement. Et c'est une guerre très particulière, hein. Pas de combat direct entre les deux géants. Non, mais des conséquences bien réelles partout ailleurs. Ah oui. Une lutte idéologique acharnée, une course aux armements nucléaires, terrifiante quand on y pense. Sans oublier l'espionnage, la propagande, les conflits par proxy. Oui, ces guerres par procuration qui ont ensanglanté tant de régions, et même des projets fous comme la guerre des étoiles. Tout à fait. Un affrontement multiforme. Bon, pour nous guider, on s'appuie sur une analyse historique assez fouillée de cette période Est-Ouest. Hmm. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment ce monde bipolaire s'est mis en place, comment il a failli exploser plusieurs fois. Et pourquoi il a fini par s'effondrer. Comprendre ces mécanismes, quoi. C'est ça, une base essentielle, je pense, pour analyser notre époque. Absolument. Et ce qui frappe d'emblée, c'est le caractère inédit de ce conflit. Cette bipolarité rigide. Deux superpuissances, avec des idéologies vraiment aux antipodes. Capitalisme libéral contre communisme marxiste-léniniste. Voilà. Et ça va structurer toutes les relations internationales pendant presque 50 ans. Notre source découpe ça en 4 grandes phases, en gros. Ah oui, lesquels? D'abord, la confrontation initiale, 47-53. Ensuite, ce qu'on appelle la coexistence pacifique, mais qui est pleine de crises majeures jusqu'en 62. Paradoxal, oui. Puis la détente, 63-79. Et enfin, la rupture finale de 79 à 91. D'accord. Bon, attaquons par le début alors. La naissance des blocs, cette première phase, 47-53, ça commence fort sur le plan idéologique, j'ai l'impression. La fameuse doctrine Truman. Oui, mars 47. L'Amérique qui dit « on va aider les peuples libres contre le totalitarisme ». C'est le cadre, le discours fondateur. Et concrètement, ça donne quoi? L'endiguement? Le containment? C'est ça, l'idée de George Kennan. Et attention, c'est pas juste militaire, hein. L'idée, c'est de freiner l'influence soviétique par tous les moyens. Ah oui, comme quoi par exemple? Économiquement, c'est le plan Marshall. Des milliards pour reconstruire l'Europe de l'Ouest pour éviter qu'elle ne bascule. Logique. Et puis, il y a le côté moral, logistique. L'exemple le plus fort, c'est sans doute le pont aérien de Berlin. Une démonstration de force incroyable. On y reviendra sur Berlin. Mais du coup, militairement, cet endiguement, comment il se matérialise? C'est là qu'arrive l'OTAN, j'imagine. Exactement. L'OTAN, avril 1949. C'est un tournant. Pour la première fois en temps de paix, les États-Unis s'engagent dans une alliance militaire permanente en Europe. Une garantie de sécurité pour l'Europe de l'Ouest, en somme. Voilà. La défense collective face à la menace perçue de l'URSS. C'est clair pour tout le monde. Et la réplique soviétique, le pacte de Varsovie, il arrive quand? C'est juste un miroir de l'OTAN? C'est une très bonne question parce que le calendrier est intéressant. Le pacte, c'est mai 1955. Ah oui, quand même, 6 ans après l'OTAN. Précisément. Et c'est une réaction directe à l'entrée de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, dans l'OTAN quelques jours avant. D'accord, donc c'est vraiment une réponse. Oui, une réponse, mais aussi un moyen pour Moscou de formaliser son contrôle militaire sur ses satellites d'Europe de l'Est. Les pays comme la Pologne, la Hongrie, la RDA. C'est ça. Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, RDA, Hongrie, Pologne, Roumanie. Le siège est à Moscou. Et la devise, l'union de la paix et du socialisme, bon, elle masque mal la domination soviétique. Si on compare rapidement. OTAN, 1949, USA dominant, objectif de défense mutuelle face à l'URSS, pacte de Varsovie, 1955, URSS dominante, réaction à l'intégration de la RFA, mais aussi outil de contrôle du bloc. Et la différence de destin est parlante. Le pacte dissous en 91, l'OTAN qui existe toujours. Tout à fait. Et au cœur de tout ça, la question allemande, la division de l'Allemagne. C'est vraiment le facteur clé. Ok, les blocs sont en place, les lignes sont tracées. Voyons maintenant comment cette tension a failli dégénérer lors de crises majeures. On commence par Berlin. Berlin, oui, c'est l'épicentre dès le début. 1948-1949, première grosse crise. Le contexte? Berlin, ville divisée en 4 secteurs, mais enclavée dans la zone soviétique. Et des tensions sur l'Allemagne en général. C'est ça. Et le déclencheur, c'est une réforme monétaire occidentale dans leur zone. Les soviétiques ripostent en bloquant tous les accès terrestres et fluviaux à Berlin-Ouest. L'objectif de Staline, c'était quoi? Faire partir les Occidentaux, Oui. prendre le contrôle de tout Berlin, probablement, asphyxier les secteurs ouest. Et là, la réponse, c'est ce fameux pont aérien de Berlin Airlift. Exactement. Une opération incroyable.
Pendant presque un an, les Américains, les Britanniques et un peu les Français aussi vont ravitailler 2 millions de Berlinois par les airs. Ça a dû être une logistique de folie. Ah oui. Au plus fort, un avion toutes les quelques minutes, des milliers de tonnes par jour. Charbon, nourriture, tout. Ça a eu un impact psychologique énorme. Ça a soudé les Berlinois de l'Ouest aux Alliés. Et les conséquences politiques de cet échec soviétique? D'abord, Staline doit lever le blocus en mai 49. C'est une défaite claire. Ensuite, ça accélère la division formelle de l'Allemagne. Création de la RFA à l'ouest, puis de la RDA à l'est. Berlin devient un symbole durable? Absolument. Et surtout, cette crise montre qu'on peut aller très loin dans la confrontation, mais trouver des issues sans guerre chaude directe. Une leçon importante pour la suite. D'accord. Après l'Europe, le conflit se déplace en Asie. Hmm. La guerre de Corée, 1950-1953, c'est le premier test militaire de l'endiguement hors d'Europe. C'est Ouais, ça? c'est exactement ça. Juin 1950, l'armée nord-coréenne envahit le Sud. Les USA interviennent sous mandat de l'ONU, profitant d'une absence russe au Conseil de sécurité. Un détail important. Ah oui, la politique de la chaise vide qui coûte cher à Moscou sur ce coup-là. Voilà. Donc, les forces de l'ONU, principalement américaines, repoussent l'invasion. Mais très vite, la Chine de Mao intervient massivement avec des centaines de milliers de volontaires. Avec l'aval de Staline, hein? Oui, on le sait maintenant grâce aux archives. Staline a donné son feu vert et a fourni du matériel. S'ensuit une guerre très dure avec des avancées, des reculs et finalement un enlisement. Et on parle souvent de guerre par procuration pour la Corée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands USA et URSS s'affrontent indirectement. Ils arment et soutiennent des camps opposés dans un conflit local, mais sans que leurs propres soldats ne se tirent dessus directement. Pour éviter l'escalade nucléaire, j'imagine. C'est l'idée principale, oui. Limiter les risques d'un conflit mondial. L'armistice de Panmunjom en 1953, il ne règle rien sur le fond. On revient à la division initiale autour du 38e parallèle, avec cette fameuse zone démilitarisée, la DMZ. Et ces modèles de proxy war va se répéter? Malheureusement, oui. Vietnam, Afghanistan, Angola, des millions de morts dans des conflits où les superpuissances tiraient les ficelles en coulisses. Un cynisme stratégique assez glaçant. Si la Corée a défini une sorte de limite acceptable à la guerre chaude, une autre crise va montrer qu'on pouvait la frôler dangereusement. Cuba, octobre 1962. À Cuba. Oui, là on est passé tout près du précipice nucléaire. 13 jours en octobre 1962. C'est le moment le plus critique de toute la guerre froide, sans aucun doute. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'opération secrète soviétique Anadyr. Khrouchtchev décide d'installer à Cuba des missiles nucléaires à moyenne portée, des SS-4, des SS-5, capables d'atteindre une grande partie des États-Unis. Et aussi des troupes, des bombardiers. Pourquoi? Pour protéger Castro ou pour d'autres raisons? Il y a plusieurs raisons. Protéger Cuba d'une nouvelle invasion US, oui, après la baie des cochons en 61. Mais surtout, rétablir un équilibre stratégique. Khrouchtchev voulait compenser les missiles américains Jupiter installés en Turquie et en Italie, tout près de l'URSS. Un coup de poker stratégique. Et les Américains découvrent ça? Par des photos aériennes prises par des avions espions U-2. C'est le choc à Washington. Kennedy met en place un blocus naval de l'île qu'il appelle une quarantaine. La tension monte d'heure en heure. Le monde retient son souffle. Comment on sort de là? Par des négociations secrètes, très tendues, parfois même par des canaux non officiels, comme un journaliste. Le moment le plus chaud, c'est le 27 octobre. Un U-2 est abattu au-dessus de Cuba, un sous-marin soviétique manque de lancer une torpille nucléaire. L'horreur. Finalement, un compromis est trouvé, in extremis. Khrouchtchev accepte publiquement de retirer ses missiles de Cuba, sous contrôle ONU. En échange, Kennedy promet de ne pas envahir Cuba et, secrètement, il s'engage aussi à retirer les missiles Jupiter de Turquie et d'Italie quelques mois plus tard. Un accord donnant-donnant, mais dont une partie reste cachée au début. Exactement. Mais l'onde de choc de Cuba va bien au-delà. C'est une prise de conscience brutale des deux côtés du risque de destruction mutuelle assurée, la MAD. On réalise qu'il faut pouvoir se parler directement en cas de crise. Voilà, d'où la création du fameux téléphone rouge entre Washington et Moscou en août 63. Ce n'était pas un téléphone rouge d'ailleurs, mais un télétype. Ah bon? Oui. Mais l'idée est là, une ligne directe pour éviter les malentendus fatals. Et plus profondément, on passe de l'endiguement pur et dur à une sorte de gestion commune du danger nucléaire. Cuba, paradoxalement, ouvre la voie à la détente.
D'accord, alors après cette énorme frayeur, on entre dans une phase de refroidissement relatif, la détente des années 60 à la fin des années 70. Qu'est-ce qui la motive? Ben, plusieurs choses. La peur nucléaire, bien sûr, mais aussi le coût de la course aux armements qui devient exorbitant pour les deux camps. Il y a un besoin de souffler, de stabiliser un peu les choses. Et en Europe? En Europe, il y a une aspiration à plus de contacts, à dépasser un peu la division. Et c'est l'Allemagne de l'Ouest, sous l'impulsion de son chancelier Willy Brandt, qui va vraiment être le moteur de ça. Lost politique. La politique d'ouverture à l'Est, c'était assez radical pour l'époque, non? Oh oui, Une vraie rupture. Avant Brandt, Bonn refusait de reconnaître la RDA, les frontières issues de la guerre. Brandt, lui, dès 1969, il engage le dialogue. Avec Moscou, avec Varsovie et surtout avec Berlin-Est. il signe des traités importants. Oui, il reconnaît les réalités territoriales, notamment la frontière germano-polonaise sur l'Oder-Neuss. Son idée, c'est le changement par le rapprochement, normalisé pour améliorer le sort des gens et réduire les tensions au cœur de l'Europe. C'est crucial pour la détente européenne. Et au niveau global, entre les deux grands, ça donne quoi cette détente? Des accords sur les armes? Oui, c'est là qu'on voit des avancées concrètes. Le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, qui entre en vigueur en 70. Pour limiter le nombre de pays ayant l'arme atomique? C'est ça. Et puis les fameux accords SALT sur la limitation des armes stratégiques. SALT 1 en 1972, qui gèle le nombre de certains types de missiles intercontinentaux. C'est la première fois qu'on limite quantitativement les arsenaux stratégiques. C'est un pas important. Un pas symbolique et réel, oui. Et le point culminant de cette période, diplomatiquement parlant, c'est souvent considéré comme la conférence d'Helsinki en 1975, la CSCE. Helsinki, qu'est-ce qui s'y décide? C'est un accord très large, signé par 35 pays, y compris les USA et l'URSS. Il y a plusieurs corbeilles. La première consacre l'inviolabilité des frontières en Europe. Ça, c'est une victoire pour Moscou, qui voit son glacis est-européen en quelque sorte légitimé. Et les autres corbeilles? Il y en a une sur la coopération économique, scientifique, et puis il y a la fameuse troisième corbeille, sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Et ça, Moscou l'a un peu sous-estimé au début. Ah oui, pourquoi? Parce que ça va devenir un outil formidable pour les dissidents à l'Est et pour la pression occidentale. Ils vont pouvoir dire « Regardez, vous avez signé Helsinki, mais vous ne respectez pas les droits de l'homme chez vous. » Ça va miner la légitimité des régimes communistes de l'intérieur, petit à petit. C'est fou, comme un point qui semblait secondaire peut avoir des conséquences énormes à long terme. Mais bon, cette détente, elle avait ses limites quand même, hein, non? Ce n'était pas la fin de l'antagonisme. Ah non, pas du tout. Faut être clair là-dessus. La détente, c'est un arrangement entre États. Ça ne veut pas dire que l'URSS se libéralise, loin de là. Brejnev applique toujours la doctrine de la souveraineté limitée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Moscou se réserve le droit d'intervenir, y compris militairement, chez ses alliés, s'ils s'écartent trop de la ligne. Le printemps de Prague, écrasé par les chars en 68, c'était ça. La Tchécoslovaquie avait voulu un socialisme à visage humain, et Moscou a dit non. Donc, dialogue à l'extérieur, mais répression maintenue à l'intérieur du bloc. Exactement. Et cette contradiction, c'était la grande faiblesse de la détente vue de l'Est et du système soviétique lui-même. Un talon d'Achille. Et un équilibre aussi fragile ne pouvait pas durer indéfiniment, j'imagine. D'ailleurs, fin des années 70, ça se regarde sérieusement. On parle d'une seconde guerre froide. Qu'est-ce qui se passe? Deux événements clés marquent le tournant. Le premier, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, en décembre 1979. Pour l'Ouest, c'est la preuve que l'URSS est toujours expansionniste. La détente est morte. Et le deuxième? C'est l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche en 1981. Lui, il arrive avec une vision très différente, beaucoup plus dure, de confrontation idéologique frontale. Reagan, c'est la relance de la course aux armements, la rhétorique de l'empire du mal. C'était quoi sa stratégie au fond? Juste de la posture? C'était les deux, je pense. Il lance un réarmement massif, oui. Le discours est très offensif. L'objectif, c'est de restaurer la puissance américaine, c'est sûr. Mais il y a aussi l'idée, peut-être plus implicite au début, d'épuiser économiquement l'URSS. La pousser dans une surenchère qu'elle ne pouvait pas suivre. Voilà, une économie soviétique déjà à bout de souffle face à un défi technologique et militaire américain renouvelé. Le symbole de ça, c'est l'IDS, la guerre des étoiles. Ce projet de bouclier spatial. Absolument. L'initiative de défense stratégique, même si on doutait de sa faisabilité technique, l'annonce seule a suffi à paniquer Moscou. Pourquoi GA? Parce que ça remettait potentiellement en cause l'équilibre de la terreur nucléaire.
Et ça forçait l'URSS à envisager des dépenses énormes pour développer des contre-mesures dans des domaines technologiques où elle était déjà en retard, comme l'informatique. Donc une pression externe énorme. Oui, qui s'ajoute à une crise interne de plus en plus visible en URSS. Économie en panne, bureaucratie paralysante, perte de confiance dans l'idéologie. Et c'est là qu'arrive Gorbatchev en 1985. Avec ses réformes. Perestroïka et glasnost. Pour sauver le système. Oui, Gorbatchev est un réformateur. Il croit sincèrement qu'il peut moderniser le socialisme, le rendre plus efficace, plus humain. La perestroïka pour l'économie, la glasnost pour plus de transparence, de liberté d'expression. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Non. En voulant réformer le système, il va en fait en accélérer l'effondrement. La glasnost libère la parole, certes, mais elle révèle aussi l'ampleur des problèmes. Et elle révèle les nationalismes. La perestroïka désorganise l'économie planifiée sans réussir à la remplacer par quelque chose de fonctionnel. C'est le chaos. Et en politique étrangère, il change aussi des choses fondamentales. Ah oui, et c'est peut-être ça le plus décisif pour l'Europe de l'Est. Gorbatchev, pour se rapprocher de l'Ouest, pour alléger le fardeau militaire, il abandonne la doctrine Brejnev. La fin de la souveraineté limitée. Exactement. Fini la garantie d'intervention militaire soviétique si un pays du pacte veut changer de voie. On a appelé ça la doctrine Sinatra, My Way. Chacun fait comme il veut en gros. Il leur dit « débrouillez-vous ». C'est un peu ça. Moscou condamne même ses interventions passées, comme Prague en 68. C'est un signal énorme. C'est comme si on retirait la clé de voûte du système. Et là, tout s'accélère de manière incroyable. Oui. Les peuples sentent que c'est le moment. En Pologne, en Hongrie, des transitions s'amorcent. En Allemagne de l'Est, le régime Honecker, très rigide, est complètement dépassé. Il y a les manifestations du lundi. Oui, les prières pour la paix qui deviennent des manifestations monstres, et puis l'exode massif des Allemands de l'Est qui passe par la Hongrie, la Tchécoslovaquie dont les frontières s'ouvrent. Honecker demande l'aide de Moscou. Qui ne vient pas. Non, Gorbatchev laisse faire. Et on arrive à cette nuit folle du 9 novembre 1989. La chute du mur de Berlin. Un moment historique. Suite à une annonce confuse d'un officiel est-allemand sur les voyages, des milliers de Berlinois se pressent au point de passage. Les gardes-frontières, sans ordre clair, finissent par ouvrir les barrières. Les images de l'IS sur le mur, ça fait le tour du monde. Le symbole ultime. Oui. Et ça rend la réunification allemande inéluctable. La pression populaire est immense, Gorbatchev, pragmatique, finit par accepter. Les négociations 2+4. C'est ça. Les deux Allemagnes et les 4 alliés de 45. Ça va très vite, et la réunification est officielle en octobre 1990. Traité signé à Moscou en septembre 90. La boucle est bouclée en quelque sorte. Tout à fait. Et la suite logique, c'est la fin du reste. Le pacte de Varsovie est dissous en juillet 1991. Les pays baltes, puis d'autres républiques soviétiques déclarent leur indépendance. Et l'URSS elle-même. Après un coup d'État raté contre Gorbatchev en août 91, c'est la désintégration finale. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev démissionne, le drapeau rouge est descendu du Kremlin. Fin de l'histoire. C'est incroyable quand on résume comme ça. Un système qui paraissait éternel et qui s'effondre en 2-3 ans. C'est vraiment une convergence de facteurs. La pression externe américaine a joué, c'est sûr, mais les failles internes du système soviétique étaient profondes. Les réformes de Gorbatchev ont eu un effet boomerang, et le changement clé, c'est cet abandon de la doctrine Brejnev, la doctrine Sinatra, qui a permis au peuple de prendre leur destin en main. Bon, si on résume notre parcours FT, on est parti de la division idéologique, militaire, le rideau de fer, l'OTAN, le pacte. On a frôlé le pire avec des crises comme Cuba, qui ont mené, paradoxalement, à des mécanismes de gestion du risque, comme le téléphone rouge. Oui. Puis une phase de dialogue, la détente, Helsinki, et enfin un dernier coup de froid avant l'implosion finale, due à ce mélange de pression externe, de problèmes internes et de décisions politiques à Moscou. C'est une excellente synthèse, oui. Ce qui est fascinant, c'est cette interaction complexe entre idéologie, économie, stratégie, crise, leaderships et les dynamiques internes des sociétés. Et l'héritage principal, c'est quoi? La perte du nucléaire? La gestion du risque nucléaire, oui. C'est une prise de conscience qui demeure. Et l'histoire de Berlin et de l'Allemagne, de la division à la réunification, reste le symbole parfait de cette ère. Alors, pour finir, une question qui ouvre sur aujourd'hui. Cet ordre bipolaire a disparu, mais le monde actuel n'est pas forcément plus simple. Quelles leçons de la guerre froide peuvent nous aider à analyser les tensions d'aujourd'hui? C'est une vaste question. Oui.
Comment ces dynamiques de rivalité, de puissance, de pression économique, de guerre par procuration, de lutte d'influence, comment tout ça résonne aujourd'hui? Peut-être sous d'autres formes, y compris quand on regarde par exemple les enjeux sur le continent africain? Absolument. Les acteurs ont changé, les idéologies sont peut-être moins marquées, mais certaines logiques de confrontation, de compétition pour les ressources ou l'influence, elles perdurent. L'histoire de la guerre froide nous donne des clés, des parallèles, des mises en garde aussi. C'est une grille de lecture qui reste très pertinente. Une histoire complexe, mais riche d'enseignements. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.